Bonjour à tout le monde, à toutes et tous. Donc, en parallèle là de la connexion là des participants, je vais dire un petit mot rapidement pour replacer ce webinaire dans son contexte et puis, passer rapidement, au, sujet. Donc, l'objectif de ce webinaire est de, mettre en valeur des projets, portés par des professionnels paramédicaux et des psychologues donc d'Île-de-France qui soient financés, par la Préso, donc l'appel à projets du GIRC ou, d'autres sources de financement. L'idée étant de, mettre en avant des études qui sont en cours ou terminées et favoriser les échanges et les retours d'expérience entre professionnels, par le biais d'une discussion donc qui aura lieu, à la fin de ce webinaire. Donc 10 minutes seront dédiées à cela. Sur le plan pratique, vous pouvez vous exprimer via le chat en posant vos questions ou en levant la main et on vous ouvrira vos micros pour, prendre vos questions, ou interventions à la fin des 20 minutes de présentation, de l'étude. Je vais donc passer la parole à Cécile Bergot, qui est cadre supérieur de santé au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences et qui va introduire l'essai IMZ Bulle, qui est un essai qui a été, retenu pour financement à la Préso, donc l'appel à projet de recherche en soins du GIRC à l'édition, je crois 2021 et qui est donc un projet en cours. Donc Cécile, c'est à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup Bastien. Je suis très, très, très contente de commencer, ce premier webinaire de GIRC. Je m'entends en écho, mais je ne sais pas si c'est normal. Ah oui? Donc je disais très heureuse, d'ouvrir ce premier webinaire du GIRC en accueillant donc Ryan Bifnik. Ryan qui est infirmier en pratique avancée de l'établissement de santé mentale et que je connais depuis plusieurs années puisqu'on a travaillé ensemble sur ce projet. Donc je suis très heureuse qu'il ait l'opportunité de pouvoir vous raconter un peu cette aventure et je lui laisse tout de suite la parole. Bonjour à tous, donc Ryan Chini, infirmier en pratique avancée au CMP du KB, groupe hospitalier Paul Guiraud. Je suis aujourd'hui là pour vous présenter du coup, mon étude en cours. Mon étude, mais pas que la mienne, hein, on est beaucoup à travailler dessus comme, le disait, madame Bergot et qui est responsable scientifique de cette étude. Donc, on va directement commencer. Donc, juste pour vous préciser, donc mes liens d'intérêt, comme le précisait Monsieur Mézret, du coup, je suis lauréat de l'Apreso 2021. Donc, j'ai obtenu un financement de la part du GIRC Île-de-France et de l'ARS Île-de-France pour mener à bien cette étude. Alors, dans un premier temps, on va présenter le projet IMZ Bulle et ensuite on répondra à quelques questions si vous en avez. Alors, en préambule, comment m'est venue cette idée de recherche? Ça remonte, à 2011 quand j'étais encore étudiant à l'IFSI, où j'ai pu pratiquer des stages en psychiatrie et faire des analyses de pratique, concernant ce soin de l'injection intramusculaire. À la suite, d'un changement de poste en 2016-2017, du coup, je suis venu à avoir de plus en plus, cette pratique de l'injection intramusculaire, de manière plus intensive et liée aux injections, aux administrations de traitements en retard, sur le CMP, du Kremlin-Bicêtre où je suis toujours. Et du coup, ça m'a amené à m'interroger un petit peu sur sur ce soin technique. J'ai un petit écho aussi. Ouais, hop, Oui, on s'occupe de désactiver les micros, désolé. il y a pas de souci. Alors du coup, on menait un groupe d'échange, qui s'appelle Le Soin en question sur notre établissement et la question de l'injection intramusculaire, est revenue un petit peu à mon esprit, j'avais déjà fait un constat à l'IFSI où j'avais pu, me rendre compte que, les infirmiers en psychiatrie avaient, préparé et administré les traitements, parfois de manière, différente, alors pour un même soin
Et du coup, ça m'avait déjà interpellé à l'époque, d'où l'analyse de pratique que j'avais pu faire dessus. Je m'étais basé du coup sur des protocoles, sur l'hygiène, l'asepsie, etc. pour repréciser ce soin. Et du coup, suite à ce groupe d'échange, le soin en question et au groupe de recherche en soins de mon établissement, m'est venue l'idée que ce constat était un petit peu plus élaboré que ça, c'est-à-dire que l'hygiène, l'asepsie, etc., c'était quelque chose qu'on avait acquis dès l'IFSI, mais qu'on avait l'habitude finalement de pratiquer au quotidien. Et tous ces soignants qui réalisaient l'injection intramusculaire le faisaient parfois de manière différente. Et du coup, je voulais savoir un petit peu quelle était la bonne manière, parce que lié à cette pratique de l'injection intramusculaire intensive, je me rendais compte qu'il y avait parfois une fuite de produits actifs au retrait de l'aiguille. Et du coup, ça m'embêtait parce que du coup, ça mettait bah, voilà, du produit actif, parfois du sang aussi. Ça coulait à travers les tissus sous-cutanés. Et d'un point de vue ergonomique, je me laissais le temps de récupérer ma compresse en tirant la fesse sur le côté afin de permettre que le reflux soit pas trop intense, ce qui me laissait le temps du coup d'imbiber le point de ponction. J'apprendrai plus tard que j'avais un petit peu faux là-dessus et qu'il fallait faire autrement. Donc, ce questionnement de comment on fait l'injection intramusculaire exactement, ça m'a amené à des recherches documentaires. Dans un premier lieu, protocole de soins, recommandations de différents établissements qui ne précisaient rien sur la technique en elle-même, mais se basaient essentiellement sur l'asepsie, l'hygiène, la sécurité du soin, etc. Du coup, ça m'a amené à une recherche exploratoire, à une recherche documentaire plus poussée au niveau international, du coup, avec des textes en anglais. Et là, j'ai découvert des techniques qui existaient de longue date, mais pour lesquelles je n'avais pas du tout connaissance. Et du coup, j'ai décidé de mener une étude exploratoire pour savoir s'il y avait un, un décalage entre la pratique des infirmiers en psychiatrie et les recommandations de bonne pratique que pouvait donner la littérature internationale. Donc, c'était le commencement de l'étude IMZ Bull. On va voir tout ça. Alors, le contexte de l'injection intramusculaire, bah, je ne vous apprends pas, c'est un soin prévalent en psychiatrie qui est douloureux, à risque de complications pour les patients, notamment avec le nerf sciatique, l'abcès, des abcès, des indurations, etc. Donc, ce thème de recherche est investi, mais essentiellement à l'étranger, du coup, dans les pays anglo-saxons. Et du coup, des techniques ont montré un intérêt. On les élaborera un petit peu après. Donc, des données probantes qui existent, mais qui ont peu de visibilité, notamment en France. Moi, je ne connaissais pas du tout cette technique, donc ça m'a interpellé. Et il n'y avait pas forcément de recommandations officielles. On a pu le voir lors de la période Covid, où les vaccinations se faisaient pas forcément avec les bonnes aiguilles, où les injections se faisaient avec un pli cutané sur le deltoïde, alors qu'on n'est pas censé en faire un, sauf si la personne est vraiment rachitique. Voilà, donc c'était des recommandations qui n'étaient pas forcément suivies, et il y a eu quelques couacs qu'on a pu s'en apercevoir lors de la période Covid. Du coup, tout ça, ça nous amène forcément à ce qu'on appelle la pratique factuelle. La pratique factuelle, c'est quoi? Ça s'appelle aussi evidence-based practice, evidence-based medicine pour les médecins, evidence-based nursing pour les soins infirmiers. Cette notion qu'on appellera EBP ici, c'est en fait d'avoir une pratique consciente des meilleures données scientifiques actuelles avec son expertise et mis en lien avec les choix et les valeurs, les préférences du patient. Du coup, la profession infirmière n'a pas forcément ce réflexe de chercher dans les données scientifiques, ce qui est quelque chose de culturellement admis dans les sciences médicales. Mais généralement, les infirmiers, ils se préfèrent se baser sur leur expérience et sur l'échange avec leurs collègues pour essayer de résoudre leurs problématiques de soins. La pratique factuelle, c'est quelque chose qui nécessite d'être mis en lumière pour les soins infirmiers. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu majeur. Ça améliore la qualité, la sécurité des soins et du coup des soins plus pertinents et plus efficaces pour nos patients. Alors, mon étude exploratoire, c'est les principaux résultats. Donc, 89% des infirmiers n'ont pas connaissance du trajet en Z
88% n'ont pas connaissance de la technique de la bulle d'air et 65% des infirmiers en psychiatrie n'ont pas forcément connaissance de la pratique factuelle non plus. Donc les conclusions de cette étude, c'est qu'il y a un écart justement entre la pratique usuelle des infirmiers et les recommandations de la littérature, qu'il y a une forme de transmission traditionnelle de l'injection intramusculaire qui est du coup en décalage avec la pratique factuelle, c'est-à-dire que les infirmiers acquièrent ce soin en stage auprès d'infirmiers plus expérimentés qui eux-mêmes ont appris auprès d'infirmiers plus expérimentés, etc. Et du coup, il y a cette forme de transmission traditionnelle où il n'y a pas forcément de réactualisation de cette technique d'injection. Donc, ces techniques d'injection du trajet en Z et de la bulle d'air, ça m'a amené à cette étude sur l'IMZ bulle. Je vous apprends pas que la recherche, c'est un peu des allers-retours sur la documentation, sur les articles documentaires que vous pouvez lire, sur les revues scientifiques, etc. Et surtout un cheminement qui nécessite toujours d'être réactualisé. Et du coup, cette première idée de l'étude IMZ bulle, je l'avais eue avant même de faire cette étude exploratoire. Cette étude exploratoire avait été réalisée dans le cadre de mon master IPA et du coup m'avait permis d'étayer un petit peu le cadre conceptuel de mon étude IMZ bulle. Donc ces deux techniques sont cumulables. Aujourd'hui, la littérature nous dit que le trajet en Z est pertinent et efficace contre la douleur lors du soin. La bulle d'air également, mais d'un autre côté, il y a eu des études qui ont fait trajet en Z versus bulle d'air, mais elles n'ont jamais été cumulées alors qu'elles sont potentiellement cumulables. Du coup, d'où l'idée de cette recherche IMZ bulle, qui concerne du coup l'efficacité de la combinaison des techniques trajet en Z et bulle d'air lors de l'injection intramusculaire d'aldol-décanoate chez le patient adulte ayant un trouble schizophrénique ou apparenté. Donc, c'est une étude prospective multicentrique sur 5 CMP de 3 établissements psychiatriques différents. Donc, le groupe hospitalier Paul Guiraud, avec le CMP de Choisy-le-Roi et de Vitry-sur-Seine, dans le 94. Le GHU Paris, avec le CMP d'Alésia. Et l'établissement public de santé Barthélemy-Durand et Tampes, avec le CMP de Mency et Brétigny-sur-Orge. Donc, c'est un essai contrôlé, randomisé et en double aveugle. Pourquoi ça? Randomisé parce que les patients seront tirés au sort sur un logiciel, un ICRF, pour être mis dans deux groupes différents. Donc, soit le groupe contrôle avec une technique usuelle. La technique usuelle, ça sera simplement tirer la peau comme les protocoles standards nous le précisent. Et le protocole expérimental, ça sera vraiment réaliser la technique IMZ bulle. On va voir à quoi elle correspond exactement tout de suite après. Donc, une étude contrôlée et en double aveugle parce que les évaluateurs, du coup, qui sont infirmiers en pratique avancée, ne sauront pas quelle intervention aura été réalisée par ses collègues infirmiers, qui aura seule connaissance de la randomisation effectuée, du coup. Donc, l'objectif principal, vous l'aurez compris, c'est la diminution de la douleur du patient traité par aldol-décanoate en comparaison de la technique usuelle. Et le critère d'évaluation, ça sera la douleur évaluée avec une échelle visuelle analogique, millimétrée 5 minutes après le soin. Pourquoi? Pour différencier vraiment la douleur engendrée par l'infraction cutanée et celle induite par une potentielle fuite de produits actifs à travers les tissus sous-cutanés. Alors, les objectifs secondaires et les critères d'évaluation secondaire. Mesurer la perte de produits actifs lors du retrait de l'aiguille. On réalisera ça avec une sorte de petit tampon absorbant et calculer le diamètre de cette fuite. Mesurer l'impact de la technique IMZ bulle. C'est bien de proposer une nouvelle technique. Faut-il encore qu'elle soit aussi sécuritaire que la première? Et du coup, on évaluera ça avec un examen clinique neurologique, sensitivo-moteur, avec une palpation pour voir s'il n'y a pas forcément d'œdème, d'induration ou d'abcès au point de ponction. On mesurera également la satisfaction globale du patient avec la CSQ-8 d'Atkinson. On mesurera l'alliance thérapeutique. On peut estimer qu'une technique qui est potentiellement moins douloureuse peut favoriser l'alliance thérapeutique chez cette population qui est relativement inobservante et à difficulté d'alliance thérapeutique que sont les troubles psychotiques. Et enfin, un dernier objectif qui est d'identifier les leviers et les freins au changement de pratique des infirmiers, du coup sur une étude descriptive, qualitative, ancillaire,
on rajoutera à cette étude, à cet essai contrôlé randomisé, une étude descriptive qualitative avec des entretiens individuels et en focus group auprès des infirmiers qui auront participé à l'étude pour savoir quelles ont été leurs difficultés à mettre en place cette technique expérimentale. Donc, les critères d'inclusion, il s'agit des personnes majeures qui ont un suivi ambulatoire sur un CNP, un diagnostic compris entre F20 et F29, donc allant de la schizophrénie aux troubles délirants, qui sont communicants et aptes à donner un consentement libre et à comprendre l'échelle visuelle analogique, et qui bénéficient du coup d'une injection d'aldol décanoase et d'un régime de sécurité sociale, ce qui est réglementairement obligatoire. Des critères de non-inclusion, les personnes mineures, les femmes enceintes, qui ont une maîtrise insuffisante de la langue française et qui ont éventuellement des comorbidités somatiques type trouble de la coagulation, leucopénie, qui pourraient un peu biaiser l'évaluation de la sécurité du soin. Je m'aperçois qu'il en manque un qui est très très important et qu'on va revoir après, c'est la tutelle-curatelle que j'ai pas mis intentionnellement, je pense, parce que je désire faire sauter ces critères d'inclusion pour mener à bien cette étude. Donc, on va faire un amendement à la suite de que tous les centres ont commencé l'étude officiellement pour faire un amendement auprès du CPP pour enlever ce critère de non-inclusion qui est la mesure de protection, tutelle ou curatelle, parce que la population de patients qui ont de l'aldol décanoate, c'est une population généralement vieillissante et du coup qui ont des problématiques de par leur pathologie aussi avec la gestion administrative. Du coup, ils ont plus favorablement une mesure de protection. Alors, il faudra 84 patients, 42 par bras, donc 42 contrôles, 42 expérimentales. C'est la taille d'échantillon qui a été évaluée par la biostatisticienne de la DRCI du GHU qui s'occupe de cette étude. Donc, pour vous préciser, qu'est-ce que c'est le trajet en Z? Alors, c'est une technique qui est connue des anglo-saxons. J'invente pas cette technique, hein, elle est connue depuis 1929. Et on peut se demander pourquoi cette technique n'est jamais encore arrivée en France. Donc, le principe, c'est quoi? C'est de créer un verrouillage du produit actif dans le muscle en faisant en sorte de décaler les tissus sous-cutanés avant d'injecter le produit et de maintenir ce décalage des tissus sous-cutanés pendant tout le soin, ce qui permet, quand on retire l'aiguille, de venir recalibrer les tissus sous-cutanés en relâchant ce tirage de peau, qui permet de bloquer finalement le produit actif au sein des tissus intramusculaires, évitant ainsi la fuite vers les tissus sous-cutanés et vers le point de ponction, et du coup qui permettrait de ne pas irriter ces tissus sous-cutanés et de diminuer la douleur lors du soin. Voilà, donc vous avez une petite image à côté. La bulle d'air, c'est quoi? C'est simplement rajouter 0,3 ml d'air lors de la préparation. Et sur le même principe que le trajet en Z, l'air étant plus léger que le produit, il va venir se calibrer sur le trajet de l'aiguille et éviter que la fuite de produits actifs ne se produise, empêchant du coup aussi une irritation des tissus sous-cutanés. Donc les deux techniques, vous voyez bien, l'une concernant la préparation et l'autre concernant vraiment l'administration, sont totalement cumulables, donc d'où l'idée de cette technique expérimentale IMZ bulle. Donc la petite bulle d'air, on décale les tissus sous-cutanés, on pique, on injecte 1 ml pour 10 secondes, selon les recommandations de bonne pratique. On attend 10 secondes pour que le produit se diffuse un petit peu en intramusculaire. On retire l'aiguille et tout de suite après, on retire ce tirage de peau qui fait que le trajet vient faire un zigzag. Donc IMZ bulle, Z-track, trajet en Z pour le zigzag. Donc, juste un petit point sur la réalisation de cette recherche, hein. La temporalité. Elle a commencé en 2019. La première fois que j'ai eu cette idée d'essai contrôlé randomisé, c'était en 2019. Le temps d'obtenir un financement. Une fois que le financement est obtenu en 2021 grâce à la Préso, bah, on est en 2024 et l'étude commence à peine. Finalement, les inclusions vont commencer d'ici le mois prochain. On a déjà
déjà sélectionné des patients, etc. Donc, il faut s'accrocher, effectivement, parce qu'il y a des refus aux appels à projets, donc PHRIP. Pourquoi? Parce que la méthodologie n'était pas béton, parce que notre formation socle ne fait qu'on n'a pas forcément d'accessibilité à des infrastructures recherche, à une méthodologie pointue, etc. Et du coup, les freins aussi, c'est on est une profession qui n'a pas forcément tendance à communiquer. Ce que peut nous apprendre un petit peu plus ces études complémentaires que j'ai pu réaliser, donc la pratique avancée, on nous précise bien que quand on fait un travail, il faut le communiquer parce que faut pas qu'il tombe dans les dans les dans les enfin voilà, dans les bibliothèques juste de notre hôpital et que ça soit pas forcément communiqué et que ça vienne pas forcément jusqu'aux oreilles des différents soignants. Les leviers par rapport à ça, persévérer. La recherche, c'est quelque chose, oui, on peut avoir des échecs, mais on peut aussi avoir des bonnes surprises. Se faire accompagner, toujours, hein. Sans Madame Bergot, je pense que ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Sans mes collègues IPA qui m'ont soutenu, sans ma direction des soins, sans ma cadre, sans ma chef de service, tout ça n'aurait jamais pu avoir lieu. Continuer à se former sur la recherche, c'est important, parce que comme je vous disais, la difficulté pour la profession infirmière, c'est que même si on a tendance maintenant à s'universitariser, on n'a pas forcément ces réflexes liés à la recherche et à l'evidence-based practice. Avoir le soutien institutionnel, je viens de le dire. Et enfin, les partenariats recherche. C'est super important de travailler en réseau. Pourquoi? Pour pouvoir justement avoir plusieurs centres d'inclusion, pouvoir avoir suffisamment de patients à inclure pour mener une idée suffisamment loin. Parce que c'est en échangeant justement sur son projet qu'on le réévalue, on fait des allers-retours, je vous disais tout à l'heure. Ça permet justement de relativiser son projet, de le repenser et de le reclarifier pour qu'il soit vraiment réalisable. Donc voilà, et les leviers finalement, la communication est un frein, mais aussi un levier. Ça permet de faire connaître justement cette technique qui même avant même ma recherche, a déjà montré une efficacité sur la douleur. Donc moi, je vous invite, si vous réalisez des injections intramusculaires, à d'ores et déjà utiliser au moins le trajet en Z. Voilà, donc on va passer aux questions-réponses. Je vais laisser la parole à Madame Bergot. Et je vous ai mis ce petit QR code et je vous mettrai également dans le chat le lien du coup, de ma publication sur l'étude exploratoire qui reprend un petit peu les bonnes recommandations pratiques de l'injection intramusculaire et surtout des propositions de recommandations pratiques en français. Voilà, je vous remercie à tous. Merci beaucoup, Ryan. Première petite chose déjà, est-ce que vous pouvez nous mettre votre caméra pour qu'on puisse vous voir à l'écran? Bien sûr, alors il faut que Ah, j'arrête le partage par contre, hein. Hop. voilà. Alors, je vous remercie pour cette présentation très claire. Bon, moi, je connais bien l'étude, mais en vous écoutant, j'ai plein de questions qui me viennent, mais on va laisser aussi le chat. Je vous remercie pour les remerciements. Mais je dis toujours qu'un projet de recherche, c'est avant tout une histoire et une aventure d'équipe. Et dans cette équipe, il faut quand même un porteur. Et là, en l'occurrence, le projet il existe aussi parce que vous avez eu ce questionnement sur votre pratique, sur une pratique courante en santé mentale, hein, qui est l'injection intramusculaire, mais une pratique essentielle dans la réflexion. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas pour l'instant, je ne vois pas de questions. Moi, j'aurais une première question au travers de votre présentation. Là, est-ce que vous pourriez, par exemple, nous donner des petits conseils pour tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans un premier projet de recherche? Est-ce qu'il y aurait voilà, des petits conseils essentiels? J'ai perdu Ryan. C'est embêtant parce que je ne pourrais pas Microphone. répondre à ce. Des petites astuces, des petits conseils. Je les ai déjà dit, hein, se faire accompagner. Se faire accompagner parce que c'est vrai que moi, j'ai pu. Et quand vous dites accompagner, par exemple, Ryan, est-ce que dans l'accompagnement, vous pouvez cibler déjà les premiers, les acteurs, les premières personnes qu'il faut un petit peu aller voir quand on se lance dans un premier projet? Déjà, les gens de son établissement pour voir s'il y a quelqu'un de dédié à la recherche sur l'établissement qui peut épauler, aiguiller sur les infrastructures s'il y en a au sein de l'établissement.
Après, sa carte de santé, éventuellement, pour dire, voilà, j'ai peut-être quelque chose, il faudrait me libérer peut-être un peu du temps, parce que c'est vrai que les infirmiers, parfois, n'ont pas forcément de temps libéré et pas de possibilité, du coup, de se mettre un petit peu plus à la recherche que ce qu'ils souhaiteraient. Moi, au départ, je l'ai fait sur mon temps perso. Ça a été ensuite sacralisé quand j'ai pu faire ce diplôme d'IPA avec un temps dédié. Mais je sais qu'il y a des infirmiers qui peuvent avoir ce temps dédié à la recherche parce que leur encadrement leur permette. Maintenant, d'autres conseils, bah oui, trouver les personnes qui sont plus à même d'épauler pour le projet et du coup, bah, les personnes plus à même dans un établissement, ça va être les personnes qui gèrent la recherche, ça va être la bibliothécaire, la documentaliste qui vraiment a cette recherche documentaire, peut vous sortir des articles, etc., dont vous n'avez pas forcément accès pour approfondir le sujet. Euh, voilà, comme ça, c'est les personnes essentielles pour moi. Ok. En premier Alors, lieu, après, ouais. quand le projet prend un petit peu plus forme, bah, on voit qu'il y a tout un réseau, donc le GIRC, Île-de-France, pour l'Île-de-France, mais il y a également des réseaux un petit peu plus internes dans les établissements, des groupes de recherche en soins ou des partenariats, des associations, ce genre de choses, qui peuvent permettre un soutien également. Merci Ryan. Pendant que vous concluiez votre présentation aussi, j'étais en train de compter les années et en fait, ça fait 5 ans, si j'ai bien compté. Donc 5 ans depuis le début de votre réflexion. Je me faisais la réflexion, bah, ça passe très vite. En même temps, ça peut paraître long et en même temps, c'est assez court parce que j'ai l'impression que c'était quand même hier. Dans ce parcours, ce chemin, est-ce qu'il y a des éléments qui sont un peu des obstacles que vous avez identifiés et que vous pourriez partager? Ou des éléments facilitants dans un petit peu tout le processus, je dirais, de la réflexion à l'appel à projet, c'est-à-dire répondre à l'appel à projet et avoir un accord. Oui, Est-ce que vous avez, voilà, clairement, c'était l'aspect méthodologique. Il faut trouver quelqu'un qui permette justement et qui a connaissance de ces appels à projets, comment on y répond, etc. Parce que quand on essaye de s'inscrire, par exemple, j'avais essayé tout seul de faire un PHRIP, tout de suite on nous demande un méthodologiste pour le projet. On nous demande quelqu'un qui est responsable et qui a des accès officiels à tout ce qui est les publications, clinicaltrial.gov, etc. On ne dépose pas soi-même son projet sur Clinical Trial. Il faut qu'il y ait un rattachement avec une unité de recherche ou une DRCI, etc. Et du coup, cette personne, pour le coup, c'était vous, Madame Bergot. Grâce à vous, j'ai pu justement approfondir un petit peu comment on réalisait un appel à projet, comment on y répondait correctement, parce qu'après avoir essuyé un refus, faut comprendre, faut se dire, bon, bah voilà, c'est un refus, ok, ça arrive, il faut se remettre en selle et essayer un autre appel à projet, etc. Faut réessayer l'année suivante. Donc oui, c'est de la persévérance. Voilà, tout simplement, c'est ça les leviers. Faut vraiment être accompagné. On ne fait pas de la recherche tout seul. Et c'est important que quand on a une idée, que d'assumer son idée et d'aller voir quelqu'un. Parce qu'il y a pas de mauvaise idée finalement. Il y a des idées. Et quand il y a des idées qui ne sont pas forcément réalisables, on voit qu'on peut cibler des choses un petit peu plus petites. Typiquement, moi au départ, je pensais faire sur plein de produits différents. Vous m'avez un petit peu canalisé, vous m'avez dit ce serait bien de cibler un produit parce que sinon on partirait sur des milliers et des milliers de patients à inclure, ce qui n'est pas forcément réalisable. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui nécessite vraiment d'être cadré en quelque sorte et d'être accompagné parce que quand on ne connaît pas ce monde particulier qu'est la recherche, c'est important qu'on puisse avoir un soutien. oui, oui, je me souviens bien des premiers échanges, effectivement, et un petit peu de ce côté un peu réducteur. Mm. Bastien, tu as une question? Je vois que tu lèves la main, ou il y a peut-être des questions dans le chat. Oui, je lève la main effectivement là pour, heu, poser une question sur, vraiment pratico-pratique, sur une semaine de travail actuellement.
combien de temps, tu dédies à ce projet et quelles sont, les missions actuellement que tu vas ou les tâches, que tu dois, exécuter en parallèle de ton activité de soins? Car je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui s'interrogent aussi sur, l'impact que cela aura, sur leur pratique et sur leur vie Mmh. potentiellement aussi personnelle, comme tu l'évoquais. Donc est-ce qu'aujourd'hui, à l'état où tu en es de ton projet, tu peux nous donner une idée, sur une semaine, on va dire, une semaine, ou classique? Oui, bien sûr, enfin, je peux essayer, même si, il y a aucune semaine qui se ressemble. Oui, oui, Mais, oui. sur le principe, en tout cas sur le papier, j'ai 80 dédiés à la clinique. Donc j'ai 4 jours où je suis présent sur mon CMP pour, accueillir des patients et cetera, et 20 dédiés à la recherche le mardi. Donc le mardi, enfin 20 quand je dis dédié à la recherche, c'est pas que la recherche, c'est les missions transversales, donc l'enseignement, la communication, les réunions institutionnelles, et cetera, et la recherche. Donc moi, la plus grosse partie de mon temps est dédiée à la recherche. Et du coup, en réalité, vu que la recherche ne peut pas se faire entre 9 heures et 17 heures, parce que parfois, on a des sortes de ruminations anxieuses par rapport à une recherche et on pense à 22 heures avant de se coucher à une idée ou quoi ou qu'est-ce. Et du coup, moi, ce temps du mardi, je le réserve pour tout ce qui est réunion et pour du repos. Pourquoi? Parce que finalement, c'est très fréquent que ça déborde sur mon temps clinique. Donc, voilà, quand il y a des réunions qui ne sont pas forcément le mardi, bah, faut que je les assume. Donc ça, il y a une certaine tolérance de la part de mon institution, ce qui est vraiment très pratique. Et surtout, ça empiète sur mon temps personnel. C'est-à-dire que, il arrive très souvent que bah, je fasse des envois différés de mails qui est envoyé le lundi, mais c'est le dimanche que je travaille, alors que je suis pas censé travailler le dimanche. Donc, vous voyez, ça impacte forcément la vie personnelle, mais pourquoi? Voilà, je le fais à 22 heures quand mes enfants sont couchés, quand ma femme est couchée, et ça me permet justement d'avoir un temps calme pour penser justement à cette recherche et pour penser à ce qui reste à faire, etc. Donc, Je souris parce qu'en fait, Ryan, vous pouvez nous dire, vous avez combien d'enfants? Ça me fait j'en ai sourire. 3. C'est ça, 3 J'en ai petits. 3 Et petites. d'ailleurs, on ne vous voit toujours pas à l'écran, hein, Ryan. Ah bon? Non, on ne vous voit S pas. Moi, je ne vous vois pas. moi, ça fonctionne. Ah Ah, bah ouais, voilà, mais s'il n'y a que Ah moi, oui? c'est pas grave. Je vois que dans les participants, il y avait Kaousou aussi qui a levé la main, il me semble. Oui, bonjour à tous. Désolé, non, mais c'est pas véritablement une question que je souhaitais poser, mais c'était simplement déjà, dans un premier temps dire bravo à M. Bichini et à Cécile Bergot pour leur persévérance. Je pense que c'est vraiment un exemple parfait d'un projet qui a été accompagné, enfin j'espère en tout cas. Et simplement, je pense que voilà, M. Bichini a pu remarquer dans le cadre de ce projet, comme il le soulignait, je pense que pour les auditeurs, ce qu'ils doivent savoir, c'est que véritablement un projet de recherche, ça demande vraiment, je dirais, de l'investissement personnel. Je veux dire, c'est vos week-ends, vos congés, etc. Et donc ça, c'est voilà, c'est une réalité, c'est une habitude qu'il faudra prendre. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point aussi, c'est que je pense qu'il a eu la chance quand même d'avoir un mentor comme Cécile, une structure, une direction des soins qui est, voilà, qui est vraiment investie de la recherche, le développement de la recherche en soins. Donc ça, c'est, je pense, un atout aussi dont il a pu bénéficier également. Et c'est vrai que dans les autres établissements, si vous voulez vraiment vous lancer dans ce type de recherche, etc., ce serait vraiment bien de vous faire accompagner par des professionnels parce qu'il y a un nombre incalculable de personnes qui interviennent sur les protocoles de recherche en partant du biostat qui va vous aider à l'articulation au design du mm. protocole, en passant par le chef de projet, la DRC qui va vous accompagner dans la recherche de financement, la bibliographie, etc. Voilà. Donc il y a un nombre incalculable d'intervenants, donc ça aussi il faut le savoir. C'est vraiment des projets où il y a énormément d'interventions, énormément de difficultés. Voilà. Mais je pense que le but final, c'est vraiment la certification finale de pouvoir mettre en place le projet, de le mettre en œuvre et puis finalement de pouvoir peut-être en tirer des conclusions assez importantes. Donc encore une fois, c'était simplement pour dire bravo et puis vous avez pleinement notre soutien et notre accompagnement dans le cadre de ce projet-là. Merci. Merci, Kaousou. Est-ce il y a peut-être d'autres questions d'autres personnes? Moi, j'aurais une autre question, si je peux me permettre, Bastien. Une question très personnelle sur l'étude qui, avant tout, porte sur une pratique de soins normalement enseignée au niveau des instituts de formation. Est-ce que vous avez déjà des retours des étudiants infirmiers, par exemple, que vous pouvez avoir en stage? Ou est-ce que vous avez déjà eu des retours des instituts de formation quant au déroulement de cette étude et d'impact qu'elle peut avoir en termes d'apprentissage, d'enseignement?
Alors, la question, c'est pour moi ou pour Bastien? Non, J'ai cru elle entendre est pour Bastien. vous, Ryan. Elle Ouais. est pour vous. En Ok. fait, je me questionne, est-ce que vous avez déjà, voilà, est-ce que des étudiants infirmiers Ouais. que vous avez pu avoir en stage ont déjà une réflexion autour de, un petit peu du processus de la réflexion de cette étude, autour de l'injection intramusculaire? Et est-ce que Bah vous oui, avez oui, pu oui. échanger depuis le début de cette, maintenant que c'est parti, hein, que vous avez commencé, échanger avec des instituts de formation, soit infirmiers? Alors, avant même que l'étude commence, moi, ça fait bah, du coup 4 ans que je pratique le trajet en Z. Et du coup, bah, mes collègues la pratiquent pas forcément tous. Et les étudiants, parfois, voient l'injection avec mes collègues. Il y a parfois de la fuite de produits. Et moi, j'interviens derrière pour leur dire, bah voilà, enfin, il existe des techniques qui sont très peu connues. Je leur fais à peu près le même speech que ce que je viens de vous faire exactement. Et il s'avère que oui, c'est pas forcément enseigné dans les IFSI. Moi, je suis allé dans l'IFSI de mon établissement, c'est pas forcément enseigné. Et il y a plein de choses qui bougent un petit peu les représentations. C'est-à-dire que la technique de la bulle d'air, par exemple, on nous apprend à l'IFSI bah, de surtout pas injecter de l'air. Pourquoi? Bah, parce que l'intraveineux, il faut éviter d'injecter de l'air en intraveineux, au risque thromboembolique, embolie pulmonaire, etc., etc. Euh, le fait est qu'on injecte bien une bulle d'air avec le Lovenox qui est en sous-cutané, qu'en intramusculaire, on vérifie avec un reflux qu'on est bien pas en intraveineux, et du coup, il n'y a pas de risque forcément d'injecter de l'air en intraveineux. Donc ça bouge un peu les représentations. Pareil pour la fuite de produits actifs et même plein d'autres recommandations qui sont dans mon article. Il y a des choses qui peuvent être un peu contre-intuitifs. Euh, on voit dans les séries, dans les films qu'il faut à tout prix purger jusqu'à l'aiguille et faire gicler un petit peu de produit pour être sûr de ne pas injecter d'air, etc. Et ben en fait, oui, faut pas faire ça parce que ça met des micro-gouttelettes sur l'aiguille qui ensuite, en pénétrant, va irriter les tissus sous-cutanés. Donc on pourra en parler des heures et des heures, mais le fait est que ça bouge forcément les représentations et ça, j'ai pu le constater aussi lors d'interventions que je fais justement sur la pratique factuelle de l'injection intramusculaire, où je parle du trajet en Z et des ouvertures possibles avec cette étude IMZ Bull pour faire bouger aussi en formation initiale. C'est-à-dire que autant les formateurs que les étudiants, finalement, avec leurs analyses de pratique, qui devraient pouvoir tomber sur des articles qui permettent de trouver des nouvelles techniques d'injection intramusculaire, qui sont pas si nouvelles au final. Merci, je vois que Anne-Sophie a levé la main. Oui, bonjour. Ça rejoint un petit peu, entre guillemets, ce que tu pouvais discuter là à la fin de ton discours, parce qu'en fait, je m'interrogeais sur justement comment tu voyais la suite, c'est-à-dire que là, tu fais tout un travail pour prouver, entre guillemets, une amélioration des pratiques et comment on peut, comment tu envisages la suite pour qu'on puisse, sur le terrain, pouvoir acquérir en fait tous ces nouveaux gestes, etc. Enfin voilà, je me demandais si tu avais déjà réfléchi à l'après, en fait. Bah, comme je le disais, j'ai pas attendu. Parce que pour moi, je pars du principe que le trajet en Z, il a déjà montré suffisamment d'intérêt pratique. Du coup, bah, je me permets d'aller communiquer sur cette technique-là en IFSI, en formation initiale, en formation continue, dans les établissements. La semaine dernière, j'étais au CHSF. La semaine d'avant, j'étais à Lyon. Donc, j'ai d'ores et déjà commencé à communiquer sur cette technique et j'aurai d'autant plus de résultats à communiquer quand l'étude sera terminée, en espérant que bah, des données probantes montre que cette combinaison est plus efficace. Et dans ce cas-là, bah, je rajouterai justement cette bulle d'air à l'équation des techniques préconisées. Pourquoi la bulle d'air? Je ne la recommande pas aujourd'hui forcément parce qu'il y a quand même des petits aléas dans le sens où quand on prend une bulle d'air, bah, nos seringues qui sont calibrées avec la garde jusqu'à la garde, ça augmente le volume potentiel de produits actifs qu'on injecte quand on rajoute une bulle d'air. Et ça reste très minimal, mais voilà. Donc, j'attends de voir les résultats de l'étude IMZ Bull avant de dire que la combinaison des deux est meilleure. Merci beaucoup, Ryan. Je crois qu'on est, Bastien, arrivé dans les temps.
Oui, on a dépassé un petit peu, effectivement, un timing qu'on avait prévu pour 30 minutes. Bah, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de remerciements dans le chat et de conseils. Bah, à mon tour de te remercier, Ryan, d'avoir pris l'initiative là, de t'être porté volontaire pour présenter cette étude dans le cadre de ce premier webinaire qui, j'espère, initie un cycle, car il y a de nombreux projets là qui sont en cours et financés par Apreso et qui pourraient être présentés dans ce cadre-là. Donc, n'hésitez pas à répondre à un petit formulaire pour proposer un projet pour une prochaine édition. Et merci beaucoup donc à Cécile pour la modération et la co-organisation de ce webinaire pour le rendre aussi très pragmatique, hein, parce que l'enjeu de ces sessions, au-delà de la présentation du projet, c'est aussi donner des clés pour construire, mener des projets par des professionnels donc paramédicaux ou psychologues. Et donc merci à tous. On mettra en ligne le replay et puis rendez-vous très rapidement, j'espère, pour une autre édition sur un autre sujet. Merci à Merci tous. beaucoup. Au revoir. Au revoir.